Éloigne-toi de moi, criminel. Je ne veux pas que les gens pensent que je fréquente des détenus. La voix de Marcus Wellington transperça l'élégant restaurant comme un couteau, suffisamment fort pour que chaque client fortuné l'entende. Son costume parfaitement taillé et sa montre en or brillaient sous les lustres en cristal, tandis qu'il s'éloignait de celle qui avait été son épouse. Sarah Mitchell, 34 ans, se tenait figée au milieu de l'établissement 5 étoiles où elle était venue discuter de leurs papiers de divorce. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qui avait promis de l'attendre utiliserait un jour sa période la plus sombre comme arme d'humiliation publique. L'uniforme de prisonnier avait disparu depuis longtemps, remplacé par de simples vêtements civils, mais la honte que Marcus lui imposait était plus lourde que toutes les chaînes. « Marcus, s'il te plaît, parlons en privé », murmura-t-elle, la voix tremblante tandis que des regards curieux se tournaient vers eux. « Je voulais juste... parler ?» Marcus rit froidement en ajustant sa cravate en soie italienne. « La seule chose que je veux de toi, c'est ta signature sur ce papier. Crois-tu vraiment qu'un homme d'affaires prospère comme moi puisse être vu avec quelqu'un qui a passé 3 ans derrière les barreaux ?» Le restaurant se tut. Le cœur de Sarah se brisa en se rappelant combien ce même homme avait été différent 4 ans plus tôt. Elle sentait encore la chaleur de sa main pressée contre la vitre lors de ses premières visites en prison, ses yeux larmoyants lui promettant que l'amour triompherait de tout. « Je t'attends, Sarah. On s'en sortira ensemble. Je sais que tu es innocente, » avait-il murmuré au téléphone, la voix brisée par l'émotion. Mais Marcus n'était plus là. L'homme qui se tenait devant elle portait désormais le succès comme une armure, et son passé était devenu sa plus grande source d'embarras. Sarah se souvenait comment ses lettres avaient commencé à revenir sans être ouvertes après sa première année d'activité, comment ses appels téléphoniques étaient bloqués, comment elle avait appris par d'autres détenus que Marcus Wellington était en train de devenir l'un des entrepreneurs technologiques les plus célèbres de la ville. « J'ai attendu que tu te remettes sur pied après ce malheureux incident, » continua Marcus, la voix teintée d'une fausse inquiétude. « Mais soyons honnêtes, Sarah, un homme dans ma situation a besoin d'une femme capable de redorer son blason, pas de le détruire. Et franchement, aucune réhabilitation ne peut changer ce que tu es. » Derrière lui se tenait une superbe femme blonde vêtue d'une robe de créateur, son bras passé au sien avec possessivité. Elle souriait avec la satisfaction de quelqu'un qui avait déjà gagné une guerre que Sarah ignorait même mener. Les mains de Sarah tremblaient, mais sa voix restait ferme. « Je suis, Marcus, quelqu'un qui a endossé la responsabilité de quelque chose que je n'ai jamais fait. Quelqu'un qui a protégé ce que j'aimais, même quand cela m'a tout coûté. » Ces mots la ramenèrent à ce tribunal dévastateur 3 ans et demi plus tôt, lorsqu'elle avait découvert que le frère de Marcus, David, détournait des fonds de leur compte professionnel commun pour payer des dettes de jeu. David était suicidaire, désespéré, et la suppliait de l'aider à éviter la prison. Jeune et profondément amoureuse, Sarah croyait qu'assumer la responsabilité lui garantirait une peine plus légère et que Marcus comprendrait son sacrifice. Elle revoyait encore le visage de Marcus dans la salle d'audience, ce masque de choc et de trahison alors qu'elle plaidait coupable de détournement de fonds qu'elle n'avait jamais commis. La dernière image gravée dans sa mémoire était son dos alors qu'il sortait pendant sa condamnation. Le sourire confiant de Marcus s'estompa un instant, mais il se reprit rapidement. Voilà l'histoire de la victime innocente. Comme c'est pratique. Ce que Marcus ignorait, c'est qu'il avait été trop arrogant et égocentrique pour découvrir, c'est que le séjour de Sarah en prison ne lui avait pas seulement appris à survivre. Il l'avait mise en contact avec des gens qui comprenaient la justice d'une manière que le monde riche ne pouvait jamais comprendre. Des gens qui occupaient désormais des postes de pouvoir, des gens qui se souvenaient des faveurs dues et des dettes impayées. Alors que Sarah se retournait pour quitter le restaurant, son téléphone vibra, accompagné d'un SMS. Elle y jeta un coup d'œil et, pour la première fois depuis des mois, un sourire sincère éclaira son visage. Le message provenait d'une personne que Marcus ne soupçonnerait jamais, quelqu'un dont l'influence dépassait largement ce que son nouvel argent pouvait lui permettre. Alors que Marcus célébrait sa cruauté ce soir-là, convaincu d'avoir enfin mis de côté son passé, embarrassant, il ignorait que la femme qu'il venait de détruire publiquement allait devenir l'artisan de sa chute. Ce qu'il ignorait, c'est que ces 3 années derrière les barreaux avaient valu à Sarah quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel diplôme de commerce ou héritage, la loyauté de ceux qui contrôlaient désormais les fondements mêmes de l'empire qu'ils pensaient le rendre intouchable. Si vous appréciez cette histoire de trahison et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir comment la pire erreur d'un homme est devenue la plus grande chance pour une femme d'obtenir justice. Le lendemain matin, la campagne d'humiliation de Marcus ne faisait que commencer. Des captures d'écran de Sarah au restaurant avaient déjà fait le tour des blogs people locaux, titrant « L'épouse ex-détenue d'un magnate de la technologie est enfin virée ». Mais ce qui a vraiment anéanti Sarah, ce n'était pas la honte publique, mais la découverte que Marcus avait systématiquement sali sa réputation pendant des mois.
Son téléphone sonnait sans arrêt, inondé d'appels d'employeurs potentiels qui avaient soudainement reconsidéré leurs offres d'emploi. La vendeuse de l'épicerie, qui souriait autrefois, évitait désormais tout contact visuel. Même sa voisine âgée, Madame Chen, qui l'avait accueillie avec une soupe maison, fermait désormais sa porte à clé dès que Sarah passait. Il faut que tu comprennes quelque chose. La voix de Marcus était glaciale lorsqu'il appela cet après-midi-là. J'ai trop travaillé à bâtir ma réputation pour qu'elle soit entachée par une association avec un criminel. J'ai fait en sorte que tout le monde sache exactement qui tu es. Les mains de Sarah tremblaient en tenant le téléphone. Marcus, tu sais que je protégeais ton frère. Tu sais que j'ai endossé la responsabilité pour avoir détourné l'argent de notre start-up. Ah oui, l'histoire du noble sacrifice. Son rire était cruel et calculé. Tu crois vraiment que quelqu'un se soucie des détails? Tout ce qu'il voit, c'est une criminelle condamnée qui tente de se frayer un chemin dans la société respectable. Le souvenir du visage désespéré de David lui revint en mémoire, le frère cadet de Marcus découvrant les dettes de jeu qui allaient le détruire, lui et toute sa famille. Sarah entendait encore sa voix brisée ce soir-là, 3 ans et demi plus tôt, lorsqu'il avait tout avoué. « Sarah, s'il te plaît, je ne peux pas aller en prison. J'ai des enfants. Maman est déjà malade, ça la tuerait. Tu es forte, tu supporterais une peine plus courte mieux que moi, n'importe quelle peine. » Elle avait été si naïve, croyant que l'amour et la loyauté impliquaient de se sacrifier pour sa famille. Elle pensait que Marcus comprendrait, qu'il considérait son choix comme noble plutôt que stupide. « J'ai une réputation à protéger maintenant. Sarah, je sors avec Amanda Harrison, oui, la fille du sénateur, et nous prévoyons d'annoncer nos fiançailles le mois prochain. Ta petite réapparition n'aurait pas pu tomber à un pire moment. » Ce nom frappa Sarah comme un coup de massue. Amanda Harrison, la blonde du restaurant, n'était pas une simple petite amie. C'était une figure politique de premier plan, le genre de femme capable d'élever Marcus dans des cercles dont il n'avait fait que rêver. Sarah réalisa avec une clarté accablante qu'elle n'était plus seulement une ex-femme pour lui, elle était un fardeau qui menaçait son ascension dans la haute société. « Je n'essaie pas de m'immiscer dans ta vie, » murmura Sarah. « Je voulais juste... » Quoi? Reprendre contact? Rattraper le bon vieux temps? La voix de Marcus devint féroce. « Soyons clairs, si tu ne signes pas ce papier de divorce et ne disparais pas, je veillerai à ce que toutes les portes de cette ville te restent fermées. J'ai des relations maintenant. Sarah a un vrai pouvoir, et je n'ai pas peur de m'en servir. » Ce soir-là, Sarah était assise dans son minuscule studio, les yeux rivés sur les papiers du divorce qui allaient officiellement effacer le dernier lien avec son ancienne vie. L'espace faisait à peine 37 mètres carrés, avec un lit escamotable et une kitchenette qui sentait constamment le restaurant indien du rez-de-chaussée. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre avec son emploi à temps partiel chez Sunrise Cleaning Service, le seul employeur à ne pas avoir effectué de vérification approfondie des antécédents. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ce n'était pas Marcus, mais un numéro qu'elle connaissait de son séjour en prison. Le message était simple: « Café demain. Riverside dîner. 9 heures. Il faut qu'on parle. Carmen. » Le pouls de Sarah s'accéléra. L'inspectrice Carmen Rodriguez avait été plus qu'une simple détenue. C'était une policière décorée, condamnée à tort pour corruption, quelqu'un qui avait mis à profit ses 3 années de détention pour se constituer un réseau de femmes abandonnées par le système. Des femmes qui occupaient désormais des postes d'influence surprenants. Sarah se souvenait de sa première semaine en prison, terrifiée et seule, lorsque l'inspectrice Rodriguez l'avait abordée d'un air entendu. « Je sens l'innocence à des kilomètres à la ronde, petite, mais innocente ou pas, tu es là maintenant. La question est, que vas-tu faire de ce temps? T'apitoyer sur ton sort ou apprendre comment fonctionne le monde réel? » Au cours des mois suivants, Rodriguez était devenu son mentor, lui enseignant la différence entre la justice et le droit, la façon dont le pouvoir circulait réellement dans la société, les réseaux invisibles qui contrôlaient tout, des permis d'exploitation aux nominations au tribunal. « Ceux qui nous ont mis ici pensent que la prison fait évader les femmes », avait dit Rodriguez lors d'une de leurs conversations nocturnes dans la salle de jeu. Ils ne réalisent pas que cela peut aussi les transformer en quelque chose de bien plus dangereux, quelqu'un qui comprend le fonctionnement réel du système. Plus important encore, comment le faire fonctionner pour eux. Sarah regarda son reflet dans la vitre obscure. La femme brisée qui était entrée en prison 3 ans plus tôt avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que survivre exigeait plus que de la simple endurance. Il fallait de la stratégie, de la patience et les bons alliés. Alors qu'elle se préparait à aller se coucher, le téléphone de Sarah s'alluma et un autre message, provenant cette fois d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Les demandes de permis de votre ex-mari pour son nouveau projet de développement en centre-ville arrivent sur mon bureau demain. »
Je pensais que vous devriez le savoir. Un ami. Pour la première fois depuis l'humiliation du restaurant, Sarah sourit. Marcus pensait que sa richesse et ses relations le rendaient intouchable. Il avait déclaré la guerre à quelqu'un qu'il croyait sans défense, quelqu'un dont il pensait avoir déjà brisé l'esprit. Mais la femme qu'il avait humiliée n'était pas la jeune fille naïve qui avait été emprisonnée 3 ans plus tôt. C'était quelqu'un de bien plus dangereux, quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas émotionnelle, mais systématique. Et demain, elle commencerait à lui montrer exactement ce que 3 années de survie lui avaient appris sur la différence entre avoir du pouvoir et savoir l'utiliser. Le Riverside dîner était exactement le genre d'endroit que Carmen Rodriguez choisirait. Niché dans un quartier industriel où les conversations étaient confidentielles, où les anciens détenus pouvaient se retrouver sans attirer l'attention. Sarah arriva 5 minutes en avance, scrutant les banquettes en vinyle craquelées jusqu'à ce qu'elle aperçoive la silhouette familière dans un coin. Carmen avait changé depuis qu'elle portait la tenue orange de la prison. Elle portait maintenant un blazer bleu marine impeccable et se tenait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui s'était ressaisi. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon professionnel, et lorsqu'elle souriait à Sarah, c'était la même expression entendue qui l'avait aidé à traverser leurs jours les plus sombres derrière les barreaux. « Tu es bien propre, Mitchell » dit Carmen en faisant glisser un café sur la table. « Même si j'ai entendu dire que ton retour ne s'est pas vraiment passé comme sur des roulettes. » Sarah accepta le café avec gratitude. Les nouvelles vont vite. Plus vite quand il s'agit d'humiliation publique au Bernardino. L'expression de Carmen se durcit. Marcus Wellington t'a offert un sacré spectacle. Ce salaud arrogant ne se rend pas compte qu'il vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie pathétique. Pendant l'heure qui suivit, Carmen exposa ce que Sarah n'avait qu'entrevu lors de leur conversation en prison. Le réseau dont elles avaient parlé en termes abstraits était réel, fonctionnel et bien plus étendu que Sarah ne l'avait imaginé. Carmen travaillait désormais comme détective privé spécialisée dans la corruption d'entreprise, mais surtout, elle était restée en contact avec des dizaines de femmes passées par le système et désormais en poste dans les infrastructures de la ville. Il y a Maria Santos, qui travaille au bureau des permis de construire. Jennifer, qui s'occupe des avis d'imposition. Lisa Thompson gère les licences commerciales. Angela Foster travaille au service de la santé. Carmen énuméra les noms comme un général passant ses troupes en revue. Chaque femme qui se fait piéger par le système, chaque femme que la société a laissée pour compte, elles se souviennent de qui les a aidées à survivre, de qui les a placées là. Sarah ressentit une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, un espoir sincère mêlé d'impatience. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Je dis que ton ex-mari a choisi la mauvaise femme à humilier. » Carmen se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure conspirateur. Marcus Wellington pense que le succès passe par l'argent et les relations. Il ne comprend pas que le véritable pouvoir vient de ceux qui vous doivent la vie. Carmen glissa un dossier en papier Kraft sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents, demandes de permis, relevés fiscaux, déclarations d'entreprise, tous portant la signature de Marcus Wellington. Sarah eut le souffle coupé en reconnaissant l'ampleur des projets actuels de Marcus. Un projet hôtelier de luxe, 3 restaurants haut de gamme et un immense complexe résidentiel qui transformerait tout un quartier. Chacun de ces projets nécessite des dizaines d'approbations, d'inspections et de certifications, expliqua Carmen. Et chaque approbation doit passer par quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait se souvenir d'une faveur. Quelqu'un qui pourrait avoir des questions sur la conformité. Quelqu'un qui pourrait découvrir des anomalies nécessitant un examen supplémentaire. Sarah étudia les documents, l'esprit bourdonnant. Pendant leur mariage, elle avait aidé Marcus avec les formalités administratives, avait appris à déchiffrer le langage réglementaire et compris les méandres complexes de la bureaucratie municipale. Elle les voyait désormais sous un angle nouveau, non pas comme des obstacles à surmonter, mais comme des points de pression appliqués avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas de vengeance, poursuivit Carmen en lisant l'expression de Sarah. Il s'agit de justice. De montrer à un homme qui se croit intouchable que l'argent le rend intouchable, que détruire la vie des gens a des conséquences. Tandis qu'elle discutait, Sarah se remémorait ses derniers mois en prison, lorsque Carmen préparait sa propre libération. L'ancienne détective avait passé d'innombrables heures à la bibliothèque de droit, non seulement à travailler sur son propre dossier, mais aussi à étudier le fonctionnement des systèmes, la circulation du pouvoir au sein des institutions, la façon dont des actions apparemment anodines pouvaient avoir des conséquences majeures. Carmen avait appelé cela l'architecture de la justice, l'art d'utiliser des processus légitimes et des canaux appropriés pour garantir que les personnes assument les conséquences de leurs actes. Ce qu'il y a de beau dans l'architecture de la justice, avait expliqué Carmen lors de ses conversations nocturnes, c'est qu'elle est parfaitement légale.
On n'enfreint aucune règle, on s'assure simplement que toutes les règles existantes soient respectées. À la lettre. Maintenant, assise au restaurant, Sarah sentait ses leçons se cristalliser en quelque chose de concret. Marcus avait passé les 3 dernières années à bâtir son empire en la croyant brisée, vaincue, oubliée. Il avait célébré son humiliation publique, car il la croyait sans pouvoir, sans relation, sans moyen de riposter. Il y a autre chose, dit Carmen en sortant son téléphone. Elle montra à Sarah un article de presse du matin. Wellington Tech annonce une expansion majeure et envisage une introduction en bourse. L'article présentait une photo de Marcus aux côtés d'Amanda Harrison lors d'un gala de charité, tous deux rayonnant de la confiance de ceux qui croient maîtriser leur destin. Il introduit son entreprise en bourse l'année prochaine, expliqua Carmen. Cela implique des dépôts auprès de la SEC, un examen attentif des investisseurs, des vérifications des antécédents de tous les principaux actionnaires. Cela signifie aussi que la moindre irrégularité dans ses pratiques commerciales pourrait faire capoter l'affaire. Sarah sentit un sourire s'épanouir lentement sur son visage, tandis que la situation s'éclaircissait. Marcus n'avait pas seulement réussi, il était vulnérable. Sa fortune reposait sur un château de cartes qui nécessitait un entretien constant, des approbations constantes, un respect constant des réglementations qu'il tenait probablement pour acquises. « Combien de temps » demanda Sarah. « 6 mois, peut-être moins. » Carmen rassembla les documents. « D'ici là, tous ces projets seront soit menés à bien, soit il découvrira que le succès exige plus que de l'argent et de l'arrogance. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Carmen posa une main sur le bras de Sarah. « Rappelle-toi ce que je t'ai appris au fond de moi. La patience est l'arme ultime. Marcus pense avoir gagné en t'humiliant hier soir. Laisse-le penser cela. Laisse-le se sentir à l'aise. Laisse-le devenir insouciant. Le meilleur dans l'architecture de la justice, c'est que la cible ne la voit jamais venir avant que toute la structure ne s'effondre autour d'elle. » En rentrant à son appartement, Sarah se sentait fondamentalement différente de 24 heures plus tôt. La femme brisée qui se tenait dans ce restaurant avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne venait pas de la richesse ou du statut social, mais de la compréhension du fonctionnement des systèmes et de la patience de les utiliser correctement. Marcus avait déclaré la guerre à quelqu'un qu'il croyait impuissant. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de lui donner la motivation et l'opportunité de lui montrer la différence entre être riche et être intelligent. Et au cours des prochains mois, Sarah Wellington allait lui inculquer, à grands frais, les conséquences de sous-estimer la mauvaise femme. 6 mois plus tard, Marcus Wellington se tenait dans son bureau d'angle, surplombant les gratte-ciels de la ville, lisant l'email qui allait détruire tout ce qu'il avait construit. Ses mains tremblaient en parcourant la notification officielle de la Security and Exchange Commission. Suspension immédiate des l'offre publique, infraction à la conformité réglementaire en cours d'enquête. Le téléphone posé sur son bureau en acajou sonnait sans cesse. Investisseurs, membres du conseil d'administration, journalistes, tous voulaient des réponses qu'ils n'avaient pas. Son introduction en bourse, prévue dans 2 semaines et valorisée à 500 millions de dollars, venait de s'évaporer avec une simple lettre du gouvernement. « Monsieur ?» Son assistant frappa nerveusement à la porte. « Channel 7 News est là. Il pose des questions sur l'enquête fédérale concernant les pratiques commerciales de Wellington Tech. » Marcus sentit son sang se glacer. Une enquête fédérale? Il attrapa la télécommande et alluma la télévision, tandis qu'un journaliste au visage sérieux se tenait devant son immeuble. Ici Rebecca Chen, en direct du centre-ville, où des enquêteurs fédéraux viennent de perquisitionner les bureaux de Wellington Tech. Des sources proches de l'enquête nous indiquent que le fondateur, Marcus Wellington, fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale, fraude au permis et corruption systématique de fonctionnaires municipaux. L'enquête semble avoir été déclenchée par un dossier de preuve complet soumis à plusieurs organismes de réglementation au cours des derniers mois. La salle se mit à tourner. Marcus s'enfonça dans son fauteuil en cuir, tandis que le journaliste poursuivait. Le plus préjudiciable est peut-être l'enregistrement des conversations téléphoniques entre Wellington et divers fonctionnaires municipaux, évoquant ce que les procureurs qualifient de corruption systématique concernant ces projets de développement en centre-ville. On nous dit que ces enregistrements ont été fournis par un informateur confidentiel ayant une connaissance approfondie des activités commerciales de Wellington. Marcus repensa à tous ces appels téléphoniques des derniers mois, les conversations informelles avec les agents des permis, les discussions officieuses sur l'accélération des approbations, les enveloppes d'argent qu'il avait personnellement remises pour garantir le respect des délais de ces projets. Comment avait-on pu enregistrer ces conversations? Comment aurait-on pu savoir? La porte de son bureau s'ouvrit brusquement et Amanda Harrison entra en trombe, son air politique parfaitement posé se brisant pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Son père,
Le sénateur Harrison était connu pour sa tolérance zéro envers la corruption, et l'annonce de leur fiançailles devait avoir lieu lors d'un gala de charité ce soir-là. Marcus, qu'est-ce que c'est que ça? Amanda jeta un journal sur son bureau. Le titre disait « La fille d'un sénateur fiançaille à un homme d'affaires corrompu ». En dessous, une photo d'eux ensemble, mais qui ressemblait désormais davantage à la preuve d'un scandale politique qu'à une annonce mondaine. « Amanda, je peux t'expliquer. » « Expliquer? Mon père est en mode contrôle des dégâts. La presse campe devant chez lui. 20 ans de sa carrière politique pourraient être anéantis parce que je suis associé à toi. » Sa voix s'élevait à chaque mot. Et les enregistrements, Marcus. Ils ont des enregistrements de toi en train de corrompre des fonctionnaires municipaux. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tandis qu'elle parlait, le téléphone de Marcus vibra, accompagné d'un SMS d'un numéro inconnu. Tu apprécies la couverture médiatique? Voilà ce qui arrive quand on détruit des innocents. J'espère que la vue d'en bas est instructive. Un ami. Pour la première fois, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. La nature systématique de l'enquête, la précision des preuves, le timing qui a détruit non seulement son entreprise, mais aussi sa vie privée. Il ne s'agissait pas d'une application aléatoire de la réglementation, c'était ciblé, personnel et terriblement efficace. Il y a plus, poursuivit Amanda en parcourant les pages de son téléphone. Quelqu'un a divulgué vos relevés financiers au fisc. Apparemment, vous sous-déclarez vos revenus depuis des années. Et le ministère de la Santé vient de fermer vos 3 restaurants pour violation grave du Code de la santé, apparemment dissimulés délibérément par de faux rapports d'inspection. Marcus se souvenait des paroles de Sarah ce jour-là au restaurant. « Je suis quelqu'un qui a endossé la responsabilité de quelque chose que je n'ai jamais fait. Quelqu'un qui a protégé les gens que j'aimais, même si cela m'a coûté cher. » À l'époque, il avait pris cela pour de l'apitoiement sur soi de la part d'un criminel condamné. Ces mots prenaient alors une tournure glaçante. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était son avocat. « Marcus, nous avons un sérieux problème. Le FBI a gelé tous vos comptes professionnels. Il prétend que vous êtes impliqué dans un système de racket qui remonte à la création de votre entreprise. Et il y a autre chose. Ils ont des preuves suggérant que votre capital de départ provient du détournement de fonds pour lequel votre ex-femme a été condamnée. » Le visage de Marcus se vida. L'argent de démarrage, les fonds que David avait volés et dont Sarah avait endossé la responsabilité, ne lui avaient jamais été restitués. Marcus avait utilisé cet argent pour lancer sa première entreprise, se disant qu'il méritait une compensation pour l'humiliation que Sarah lui avait infligée. « Comment savent-ils ça ?» murmura Marcus. Quelqu'un leur a fourni des documents financiers détaillés montrant la piste de l'argent. Relevé bancaire, historique de transactions, tout. Marcus, s'ils peuvent prouver que tu as sciemment utilisé des fonds volés pour créer ton entreprise, cela passe du crime financier à la conspiration pour fraude organisée. Amanda rassemblait déjà son sac à main et son manteau. Je ne peux pas être là quand ils t'arrêteront. Marcus, la réputation de mon père ne survivra pas à cette association. Amanda, s'il te plaît. Quoi? S'il te plaît, reste à tes côtés pendant que tu détruis l'héritage politique de ma famille? S'il te plaît, fais comme si j'ignorais ton comportement criminel? Elle s'arrêta à la porte, l'expression mêlant dégoût et pitié. Je vous ai vraiment trouvé impressionnant lors de notre rencontre. Réussi, puissant, sûr de vous. Maintenant, je vois que vous n'êtes qu'un petit délinquant qui a eu de la chance pendant quelques années. Alors qu'Amanda partait, l'assistante de Marcus réapparut. « Monsieur, il y a des agents fédéraux dans le hall. Ils demandent à vous parler. » Marcus regarda par la fenêtre la ville qu'il avait cru conquérir. 6 mois plus tôt, il était au sommet du monde, humiliant publiquement son ex-femme et célébrant ses fiançailles avec la royauté politique. Maintenant, des agents fédéraux venaient l'arrêter. Sa fiancée l'avait abandonné, son entreprise était détruite, et la femme qu'il avait rejetée comme une ancienne détenue impuissante avait orchestré la destruction totale de tout ce qu'il avait construit. Il repensa à Sarah assise dans ce minuscule appartement, signant les papiers du divorce pendant qu'il savourait son succès retrouvé. Il était si sûr de lui que son argent et ses relations le rendaient intouchable, si certain qu'elle était brisée et vaincue. Ce qu'il n'avait jamais envisagé, c'est que ces 3 années de prison lui avaient appris quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il avait appris à l'école de commerce. La patience, la stratégie et la justice qui n'est pas de la vengeance, mais du simple fait de s'assurer que chacun assume les conséquences de ses actes. Lorsque les agents fédéraux entrèrent dans son bureau, Marcus comprit enfin que la femme qu'il avait humiliée dans ce restaurant n'avait pas été vaincue. Elle avait planifié. Et maintenant, alors que tout ce qu'il avait construit s'effondrait autour de lui, il réalisa que Sarah Mitchell venait de lui donner la leçon la plus précieuse de sa vie. Il y a des gens qu'il ne faut jamais sous-estimer, et des ponts qu'il ne faut jamais brûler.
La vue d'en haut, en fin de compte, n'était rien comparé à la lucidité acquise en descendant. 2 ans plus tard, Sarah Mitchell se tenait dans le hall en marbre du cabinet juridique Mitchell et Associates, observant par les baies vitrées les clients arrivés pour leurs rendez-vous matinaux. Le cabinet qu'elle avait créé de toutes pièces occupait désormais 3 étages d'un immeuble du centre-ville, spécialisé dans l'aide aux personnes condamnées à tort pour les aider à s'y retrouver dans le monde complexe des litiges post-libération. Son assistante frappa doucement à la porte du bureau. « Madame Mitchell, votre rendez-vous de 10 heures est ici. C'est l'inspecteur Rodriguez. » Carmen Rodriguez entra avec le même sourire entendu qui avait soutenu Sarah dans les jours les plus sombres, mais elle affichait maintenant la satisfaction tranquille de quelqu'un dont l'œuvre s'était enfin alignée sur la justice. Elle venait d'être nommée inspectrice générale des affaires pénitentiaires de la ville, un poste créé spécifiquement pour enquêter sur la corruption systémique du système judiciaire. « Tu as fière allure, Sarah » dit Carmen en s'installant dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Sarah. « J'ai entendu dire que Wellington a finalement été condamné hier. » Sarah hocha la tête, même si elle ne ressentait aucune joie face à la chute de Marcus. Le juge fédéral l'avait condamné à 8 ans de prison à sécurité minimale pour corruption, fraude fiscale et complot. L'ironie n'échappa à aucune des 2 femmes. Marcus allait désormais subir le même système fédéral qui avait façonné Sarah et provoqué sa chute. 8 ans, répéta Sarah doucement. Le même temps qu'il pensait que je méritais pour avoir protégé son frère. Sauf qu'il a commis les crimes pour lesquels il est puni, fit remarquer Carmen. Il y a une différence entre la justice et la vengeance, et tu n'as jamais franchi cette limite. Par la fenêtre, Sarah pouvait voir le chantier où devait être construit le complexe hôtelier de luxe de Marcus. Le terrain était resté vide, entouré de grillages et de panneaux, propriété saisie par le gouvernement fédéral. La ville avait récupéré le terrain lorsque Marcus n'avait pas respecté ses permis, et il deviendrait un jour un ensemble de logements sociaux, une transformation appropriée que Sarah trouvait discrètement satisfaisante. Carmen sortit un dossier et le posa sur le bureau. En parlant de justice, je voulais que tu vois ça en personne. À l'intérieur se trouvait un document que Sarah attendait depuis 3 ans. Exonération, formalité, suppression D.E. Casier. Sarah Elizabeth Mitchell. David Wellington s'est enfin manifesté, expliqua Carmen. Apparemment, assister au procès de son frère lui a causé un malaise. Il a avoué intégralement les accusations de détournement de fonds dont vous avez été accusé. Le bureau du procureur a officiellement effacé votre casier judiciaire et a présenté des excuses officielles. Sarah fixa le document qui effaçait officiellement son casier judiciaire. Les aveux de David signifiaient que l'argent que Marcus avait utilisé pour bâtir son empire était désormais légalement reconnu comme un produit du crime, ce qui expliquait pourquoi le gouvernement fédéral avait saisi ses biens avec autant d'agressivité. « Ce n'est pas tout », poursuivit Carmen. « La ville vous propose une indemnisation substantielle pour condamnation injustifiée. Une somme à 7 chiffres, Sarah, de quoi développer votre cabinet et peut-être même créer la fondation dont vous avez parlé. » Sarah pensa à la fondation qu'elle avait planifiée, une organisation pour aider les femmes sortant de prison à reconstruire leur vie, pour leur enseigner les mêmes leçons que Carmen lui avait enseignées sur la transformation de l'oppression systématique en justice systématique. L'argent de l'indemnisation financerait ce projet pendant des décennies. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Madame Mitchell ?» Son assistante parut désolée. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Elle dit que c'est personnel. « Amanda Harrison. » Sarah échangea un regard avec Carmen, qui haussa un sourcil intéressé. Amanda Harrison avait disparu de la scène publique après l'arrestation de Marcus, ses aspirations politiques anéanties par son association avec la corruption. Amanda entra dans le bureau, ne ressemblant plus du tout à la femme confiante qui s'était tenue aux côtés de Marcus dans ce restaurant. Ses vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un simple tailleur. Son sang-froid politique parfait avait laissé place à quelque chose de plus cru. Le regret, peut-être même l'humilité. « Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici », commença Amanda, la voix dénuée de son arrogance d'antan. « Je sais que ce que je t'ai dit ce soir-là était impardonnable. Je suis venu m'excuser et te dire quelque chose que tu mérites de savoir, je pense. » Elle prit une inspiration avant de poursuivre. « Marcus m'a appelé de prison la semaine dernière. Il voulait que je lui rende visite pour, je ne sais pas, peut-être raviver quelque chose. Quand j'ai refusé, il s'est mis à pester contre la façon dont tu avais détruit sa vie, comment tu avais tout orchestré par méchanceté. » Amanda marqua une pause, croisant le regard de Sarah. « Je lui ai dit qu'il avait tort. Je lui ai dit que ce que tu as fait n'était pas de la méchanceté, mais de la justice, et que s'il t'avait montré la moitié de la loyauté dont tu lui avais fait preuve, rien de tout cela ne serait arrivé.
Sarah scruta le visage d'Amanda, cherchant des signes de manipulation ou de calcul politique, mais ne trouva que de sincères remords. « J'ai tout perdu à cause de ma relation avec lui, » poursuivit Amanda. « La carrière de mon père, mon propre avenir politique, ma réputation. Mais vous savez quoi? Je méritais de la perdre. Parce que je me tenais là dans ce restaurant et que je le regardais humilier quelqu'un qui avait tout sacrifié pour sa famille, et j'ai ri. J'étais complice de cruauté et j'obtiens exactement ce que j'ai gagné. » Après le départ d'Amanda, Sarah et Carmen restèrent assises dans un silence confortable, regardant la ville évoluer en dessous d'elles. Sarah pensa à la femme qu'elle avait été 3 ans auparavant brisée, désespérée, prête à se sacrifier pour ceux qui l'avaient finalement abandonnée. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne venait pas de la richesse ou des relations, mais de la compréhension du fonctionnement des systèmes et de la patience nécessaire pour les utiliser avec justice. Tu sais ce que c'est que la belle chose? Carmen dit finalement. Marcus ne comprend toujours pas ce qui lui est réellement arrivé. Il pense que tu as détruit sa vie par vengeance. Il ne peut pas comprendre que tu as juste fait en sorte qu'il fasse face aux conséquences de ses propres actes. Sarah hocha la tête, pensant aux appareils d'enregistrement que le réseau de Carmen lui avait aidé à obtenir, à la documentation minutieuse sur la corruption de plus en plus flagrante de Marcus, aux mois de patience passés à monter un dossier hermétique par des voies légitimes. Il ne s'agissait pas d'une vengeance, mais d'une question de responsabilité. Son téléphone sonnait avec un message de David Wellington. « Sarah, je sais que cela ne défait pas ce que je t'ai fait subir, mais j'espère que mes aveux seront utiles. Tu m'as sauvé la vie une fois, même si cela t'a coûté la tienne. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. » Alors que le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres de son bureau, Sarah réfléchissait au voyage qui l'avait amenée ici. Marcus avait tenté de la briser en lui enlevant sa liberté, sa réputation, son avenir. Au lieu de cela, il lui avait donné par inadvertance quelque chose de bien plus précieux, la connaissance que la vraie justice ne venait pas de la destruction de ses ennemis, mais de la construction de quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient essayé de démolir. La femme qui s'était trouvée dans ce restaurant il y a 2 ans, humiliée et impuissante, avait utilisé cette humiliation comme fondement de quelque chose que l'argent de Marcus ne pourrait jamais acheter, un héritage consistant à aider les autres à trouver leur propre chemin vers la justice. Sarah Mitchell avait appris que la meilleure vengeance n'était pas du tout personnelle. Elle consistait à prouver que certaines choses étaient plus puissantes que la richesse, plus durables que le statut et plus satisfaisantes qu'un triomphe momentané ne pourrait jamais l'être. Marcus Wellington pensait que l'argent le rendait intouchable. Sarah Mitchell a prouvé que la justice, la patience et la compréhension du fonctionnement réel du monde la rendaient imparable. Et au final, ça fait toute la différence. Si cette histoire de rédemption et de vraie justice vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies et incroyables de personnes qui ont transformé leurs plus grandes défaites en leurs victoires les plus puissantes. N'oubliez pas, parfois, la meilleure façon de vaincre ceux qui vous ont fait du tort n'est pas de les détruire, mais de construire quelque chose de tellement meilleur que leur cruauté n'a plus d'importance.